Alors, bonjour, bon après-midi à tous les collègues. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui parle donc de les réseaux d'urgence pour le patrimoine culturel. C'est un travail de collaboration entre le MAC, l'Association des musées de la Caraïbe, Carabica Chen, c'est la branche régionale des Caraïbes du Conseil international des archives, Carabica. Voilà. Et Chen, c'est le réseau d'urgence pour le patrimoine culturel, Chen. Et voilà, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est donc de parler de ces sujets un peu urgents, hein, et la crise et la récupération dans la région, hein, pour tous les collègues qui sont touchés par les ouragans et aussi, par exemple, en Bermude, hein, des ouragans de catégorie 1 ou 2. Donc, il faut toujours voir les situations. On a des lignes directives pour aujourd'hui. Alors, je vais vous demander à tous de désactiver vos caméras et vos caméras et vos micros. Seulement la personne qui va présenter devra garder sa caméra. Vous avez, voilà, ça c'est ma collègue Carbica qui va faire une présentation. Lourdes du MAC va présenter les hein, les biographies de chacun. Et on vous invite à mettre vos questions sur le chat, les box. Et pour ceux qui sont arrière-plan, on va monitorer et faire le suivi. Alors, voilà, à toi, Max. Merci, Shani, et bienvenue à nos premiers webinaires collaboratifs, hein, et conjoints. Je suis en train de... Alors, c'est le premier, alors, c'est le premier webinaire de MAC, Karbika Chen, et en réponse pour la région de la Caraïbe, c'est un honneur. Je pense que c'est important de se joindre et de travailler ensemble pour sauvegarder nos collections et aussi travailler tous les secteurs du patrimoine ensemble. Nos communautés sont vraiment diversifiées avec des réseaux et aussi des problèmes naturels, des ouragans. Et dans ces situations, il faut échanger des expériences et travailler de manière synergique, hein, pour avoir de la valeur ajoutée en réseau et avec les institutions. Travailler seulement avec les institutions de pays, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même arriver à activer les parties prenantes. Il faut penser au plan national contre les catastrophes. Il faut faire les suivis. Et la cartographie qu'on va faire, qu'on va présenter dans ces webinaires est importante aussi. C'est pour géolocaliser les collections. C'est un outil qui sert à ça, hein, et donc on va les présenter aujourd'hui. Et c'est très important de le faire, hein. On est dans le processus d'améliorer la réponse aux catastrophes dans la région et, et comme un pôle régional, hein, pour avoir un système de réponse d'urgence. Alors, les présentations d'aujourd'hui vont signaler ça. Je vous souhaite un bon séminaire et j'espère que vous allez nous rejoindre pour sauvegarder notre patrimoine culturel. Merci. Merci, Max. Alors, pour ce webinaire, on a la participation de ces panélistes, Halcyon, Andrea et Rita. Alors, présentateur numéro 1. Voilà. Alors, les réseaux d'urgence du patrimoine présentent donc ces présentateurs. Donc, elle s'occupe également, elle coordonne, la coordonnatrice des certificats en gestion des documents sur les campus. Elle travaille pour les campus Hill Campus WIFAC. Et son travail jusqu'à présent a conduit à sa nomination à la présidence du groupe d'experts du Conseil international d'archives
sur bâtiments et environnement des archives. Elle est aussi également coprésidente du réseau d'urgence caribéen Heritage Emergency Network. La présentatrice numéro 2, c'est Andrea Richards, et archéologue public et des patrimoines hein, en situation d'urgence. Elle est archéologue public. Elle travaille actuellement au niveau international dans le cadre de diverses initiatives visant les patrimoines naturels et culturels touchés par les risques climatiques et autres risques naturels, la sauvegarde du patrimoine vivant en situation d'urgence et les synergies qui existent entre les patrimoines matériels et immatériels et la manière dont les insulaires des Caraïbes réagissent au changement. Et les chercheuses associées au KITLV, Institut royal néerlandais de l'Asie du Sud-Est, études caribéennes, elle entreprend actuellement des recherches doctorales sur les parcours patrimoniaux dans l'action climatique. Elle est experte de l'UNESCO pour les patrimoines dans des domaines suivants. Et pour la Caraïbe, l'Afrique australe, dans le cadre de l'évaluation des besoins après les catastrophes, la planification et le rétablissement du secteur culture. Hein. Elle a également récemment soutenu l'UNESCO dans l'élaboration des lignes directrices du cadre de relèvement après les catastrophes pour le secteur mondial. Rita Tijen-Fou, c'est la présentatrice numéro 3, directrice des Archives nationales du Suriname. Elle travaille à temps partiel au département d'histoire de l'Université de Suriname. Elle participe actuellement à la préservation du patrimoine documentaire national et impliquée dans des projets de numérisation. Hein. Elle est actuellement coprésidente du réseau d'urgence du patrimoine des Caraïbes, une filiale de la branche des Caraïbes du Conseil international des archives Carbica. Rita Chijen-Fou a participé activement hein, au lancement de Chen en 2019. Elle a fait le plaidoyer en faveur d'une approche régionale en matière de préparation aux catastrophes et relèvement dans la région, ainsi que la collaboration entre les secteurs du patrimoine et la gestion des catastrophes. En collaboration avec la direction de Carbica, elle travaille sur la création d'un centre d'intervention d'urgence culturelle pour les Caraïbes qui a été lancé en mars 2024 à Curaçao. À vous, Alcyon. Merci, Lourdes, pour cette présentation. Est-ce que, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Voilà. Alors, voilà. Voilà, on peut voir donc la réponse, donc l'écran. On va voir les mots de présentation. On va les changer. Voilà. Mot de présentation. Voilà. On y arrive. On va essayer hein, de repartager notre écran. Donc, le titre, c'est Reprise après sinistre, réponse du secteur patrimoine. Voilà, on va continuer, donc pas de problème. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir invité et de la présentation. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est ça porte sur. Alors, je suis archiviste hein, de profession. Je travaille, mon entraînement hein, porte donc sur ces sujets. Alors, je travaille sur la préservation et la restauration des, des matériels. Alors, la présentation porte sur la reprise après sinistre et la réponse du secteur du patrimoine. Et on parle donc de ces patrimoines immatériels et matériels. Et aussi comment structurer
ces études, hein, et les types de règles d'engagement pour différents secteurs qui peuvent avoir un impact sur les patrimoines culturels. On va voir bien sûr les secteurs humanitaires, euh, on va parler du secteur des galeries, on va parler des archives et des musées, hein. Et on va voir bien sûr le travail qui s'est fait sur les terrains. Et aussi, on va assurer que les premières équipes, hein, qui répondent ont une compréhension de ces besoins, qui soient sensibilisés aux besoins de voir et de comprendre notre patrimoine culturel. Parce qu'il y a certains pays en Europe ont déjà repris cette idée et ils ont une compréhension assez complète de comment créer un contexte pour sauvegarder leur patrimoine culturel. L'Italie, c'est par exemple c'est un exemple, hein, qui a commencé, bien sûr, qui est leader, hein. Donc, voilà où on va, dans quelle direction on va. Et alors, on va parler donc des désastres, du catastrophe qui a eu lieu à Barbade, hein, pour les archives, le département des archives, et les leçons apprises, hein, en ce qui concerne la récupération et la réponse, la reprise et la réponse aux catastrophes. Excusez-moi. Alors, ce qu'on voit, c'est votre vision, mais on ne voit pas les modes de présentation, hein? Donc, on veut le changer au mode de présentation. Je ne sais pas si on veut repartager ça et recommencer pour pouvoir avoir le mode de présentation correct. Voilà, ça va, merci. Alors, pour vous donner un peu de contexte, voilà, ça vous donne une avis, une idée de ce qui s'est passé. Le 18 juin 2024, ce matin, ce qui s'est passé, c'est que un incendie qui s'est déclaré comme résultat de, de la foudre, un coup de foudre, hein, qui a touché le bâtiment et qui a touché le département des archives de la Barbade. Comme vous voyez dans la photo, ça c'est le bloc qui a été touché. C'est une structure à deux étages, hein, donnant foi donc de l'histoire histoire coloniale et postcoloniale, hein. Je dis heureusement, c'est que l'effet ne s'est pas propagé à d'autres dépôts sur le complexe. Alors, alors pour parler des plans, hein, du secteur, hein, cette partie, dans, c'était une partie de ces bâtiments qui servaient pour les léproses, hein. C'était l'hôpital, hein, qui tenait donc les malades. Donc, pendant la COVID, la période de COVID, on a eu cette partie-là que vous voyez, c'était le site où il y avait bien sûr, il y avait bien sûr la lèpre à cette époque-là. Et c'était une flambée de lèpre qu'il y a eu à l'époque. Et donc, et là, on gardait les malades. Ce que vous voyez là, à gauche, à droite, pardon, c'est la partie du bâtiment qui a été sinistrée. Il y a eu aussi un ouragan. Mais, et voilà, et la tige d'ouragan que vous voyez là était là pendant 80 ans, hein. Et donc, ça fait son travail, la tige d'ouragan. Donc, les accidents de cette nature montrent l'importance, hein, de, de- d'avoir, bien sûr,
l'importance de protéger notre héritage et notre patrimoine, hein. Les, les registres qui ont été touchés dataient du 17e siècle, hein, et donc et de et l'ère moderne aussi. Donc, on voit que c'est des registres assez importants et des archives assez importants. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que en mars 2024, on aurait eu un exercice, hein, qui se faisait ensemble avec le ministère de la Culture et l'UNESCO pour bien sûr prévenir. ce- et avec la représentation de plusieurs parties prenantes, donc avec la sensibilisation qui était nécessaire, et, et grâce à Dr. Roper, la collègue Roper, Dr. Roper, Andrea, et qui ont soutenu cette initiative en ce qui concerne la sensibilisation sur les besoins essentiels, hein, de protéger notre patrimoine culturel. Et cet exercice a exposé, la, bien sûr, leur a montré, hein, a montré à ces premiers intervenants l'importance donc de protéger notre secteur, hein. Donc, donc, on voit plusieurs catastrophes qui auraient pu avoir lieu à l'époque, hein. On avait des collègues d'Antigua, de Saint-Lucie, qui ont parlé de certains événements qu'ils ont vécus, hein, ou les accidents qu'ils ont eus dans leur dépôt. On aurait eu une simulation qui allait avoir lieu en mars 2024 dans les archives eux-mêmes. Mais, even, mais même avant la simulation, on a eu vraiment une simulation avec le département, les sapeurs-pompiers, hein. Donc, ils comprenaient l'importance. Et la rétroalimentation que j'ai eue, c'est qu'ils étaient surpris de voir les artefacts historiques qu'on tenait, qu'on avait dans nos départements. Et ça a aidé dans les processus de récupération parce qu'ils avaient déjà cette idée, ils avaient été déjà sensibilisés à l'importance de ces archives. Et avec la police et d'autres aussi forces intervenant. Et donc, cette initiative était très importante. Voilà, ça c'était bien sûr. Voilà, ça montre bien sûr les conséquences et l'après, hein, après sinistre et du feu, la manière dont on voit les bâtiments sinistrés. Donc ça, c'est la réponse aux catastrophes. Quand on est arrivé là le matin, parce que comme ça fait partie de notre travail culturel, hein, comment, voilà, on devait aller prendre et faire l'état des lieux de l'endroit pour voir ce qui pouvait être sauvé, hein. Mais ce qu'on doit souligner, il fallait s'assurer que la vie humaine soit préservée, hein. Et ça, c'est par-dessus tout le reste, hein. On a une notion de, bien sûr, de sauver des matériels, mais à la fin, c'est les soins, l'attention doit être portée sur la vie humaine dans ces cas. Et donc, le feu et les premiers intervenants n'étaient pas, n'étaient pas sensibilisés sur la nature des choses, hein, ou sur la nature des archives qui étaient préservées dans ces archives. Et dans beaucoup de cas, en allant vers les feux, ils auraient, ils auraient collecté certains matériels, ils auraient pu sauver certains matériels à l'intérieur de l'espace pendant le feu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, on se rend compte que
C'était très important, hein, parce qu'ils ont pris soin de voir ce qu'ils pouvaient sauver réellement. Et ça a beaucoup aidé. Alors, on a l'intervention de notre staff, hein, notre personnel des archives et du département des archives, parce que ce type d'intervention est nécessaire, parce que personne ne connaît les archives mieux que les personnels. On a des équipes de préservation et, qui faisaient partie donc, de cet exercice, hein, cette intervention culturelle. On avait des équipes, on était séparés par équipe. Donc, j'ai donc mené, bien sûr, l'étiquetage des matériels qui étaient, qui étaient sauvés, hein. Et ma collègue dans la partie conservation a fait, a mis ça dans des poches, bien sûr, euh, dans des sachets. Et les autres ont prêté leur assistance pour voir les protocoles et pour faire les étiquetages des matériels qui étaient récupérés. Donc voilà, ça, c'est l'intervention culturelle qui a eu lieu. Et donc ça porte sur beaucoup, parce qu'il faut enregistrer des informations. C'est c'est- c'est fatigant, mais c'est important de le faire. Et on sait que c'est laborieux, hein? Il fait un travail qu'il faut être fait de manière soigneuse. Et surtout quand on voit que ça part en flambée, que c'est vraiment pas beau à voir, c'est difficile. Et surtout quand on voit qu'on est rentré et c'était toujours fumant, hein. Donc, le département des archives a une relation assez étroite avec ses employés et c'était très difficile de voir ces bâtiments partir en flammes, quoi. Partir en fumée comme ça, c'est difficile de voir ça. Alors, on avait trois équipes. On a trois équipes étaient sur place qui ont, qui ont travaillé sur les registres. Alors, ma collègue, qui était Madame Karen, qui était farmer, qui était dans le musée, s'assurait que qu'il y aurait bien sûr il y avait beaucoup de débris, sinon, parce qu'il fallait s'assurer que le toit puisse rester sur place et qu'il ne s'effondre pas. Donc, il y a des équipes qui ont été mises sur place pour sauvegarder. Alors, même avant de remettre le toit, moi-même, on a utilisé même une grue, hein, du service de sapeurs-pompiers, hein, pour essayer de sauver la plus grande quantité d'archives, hein, et de registres, hein, et assurer que, qu'on ait les masques corrects, l'équipe correcte pour rentrer. On a utilisé aussi, euh, on avait les équipements, les costumes corrects qui faisaient partie de tout ça. Alors, comme on avait des équipes qui étaient sur place, c'est très important d'avoir l'équipe, les matériels corrects, hein, et, et l'équipement correct, hein, pour savoir comment ils vont faire partie de ces processus de récupération, hein, et que les équipes connaissent les risques encourus, hein, quand on rentre dans des espaces comme ça. Ça peut être choquant, hein, pour beaucoup. Donc, ce que je fais avant d'avoir l'autorisation de rentrer dans le bâtiment, il fallait s'assurer que les personnes qui allaient rentrer soient à même de connaître les risques, hein, et de faire le travail
et de participer à l'exercice et assurer aussi qu'ils soient en sécurité, hein, et qu'ils aient pas de problèmes de santé, hein, pas des problèmes de bronchite ou des problèmes respiratoires, hein. Il fallait savoir ça avant de rentrer et de s'engager. Je dois dire que, que l'équipe et les équipes étaient, ils étaient persistantes, hein, et ils avaient envie vraiment d'aider, hein, pour sauver les archives parce qu'on a on a une très petite opportunité, hein, parce on travaille on vit sur les Caraïbes, il faut considérer les températures, il faut considérer les ouragans, la pluie, l'eau. Donc, le résultat, ça a pris à peu près 72 heures, hein, pour, voilà, on a fait autant que possible pour sauvegarder ce qu'on pouvait sauvegarder. Voilà, vous avez une minute. Voilà, de plus. Merci. Voilà. Alors, le rôle des Carbicatchen, de de ce réseau d'urgence pour les patrimoines culturels, hein, et la branche régionale des Caraïbes du Conseil international des archives, on travaille sur cet environnement, hein, et aussi on travaille avec une organisation qui fait partie du Royaume des Pays-Bas. Et donc, ces rôles, c'est un pôle régional qui fait partie donc notre rôle est d'aider et de et aider le plus possible, surtout en ce qui concerne la fourniture et l'expertise aussi, hein, dans les secteurs et dans la région. Alors, c'est une opportunité d'aller vers le terrain et prêter main forte. Et ma collègue Rita va donc parler plus sur ça. Alors, les questions verront après, hein. On verra les questions après, mais alors merci de votre attention. Merci, Andrea. Voilà, bon après-midi tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Voilà, je vais vraiment remercier les organisateurs, alors, de m'avoir invité. Alors, est-ce que vous voyez mes diapos? Voilà, on les voit. On peut les voir. Alors, voilà, vous voyez les mots de présentation. Voilà, correct. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler, ça porte sur ces parcours, hein, pré-sinistre, pré-incident, hein. C'est la planification pré-catastrophe et l'évaluation post-catastrophe pour les patrimoines dans les Caraïbes. C'est le secteur patrimoine, hein, des Caraïbes. Et pour avoir un rétablissement beaucoup plus fort. En 2022, pour vous donner un peu de contexte, UNESCO a fait une étude, hein, avec des conseillers pour, sur la résilience en matière de catastrophes dans les Caraïbes, hein, et la récupération. C'est une analyse pour prendre des plans d'action, hein, pour organiser des plans d'action qui allaient être présentés pour CARICOM et les ministères des Cultures de la région pour faire, pour les, pour assurer une récupération beaucoup plus robuste après les catastrophes. À ce niveau-là, on voulait souligner que on a fait une enquête dans toute la région. On a travaillé avec 21 pays dans la région. Et dans cette enquête, ça a été déterminé que 21% à peu près disaient qu'il n'y avait pas de planification pré ou post-désastre pour leur musée, pour les espaces culturels, hein. 36 ont dit qu'ils n'avaient rien sur place, hein. Rien n'avait été mis en œuvre pour ces récupérations, et qu'il n'y avait rien sur place, hein.
il n'y avait aucun type de collaboration avec les secteurs catastrophes, hein. Et donc, c'est quelque chose d'inquiétant pour notre secteur parce qu'il faut faire du travail d'intégration avec la société civile. On ne peut pas s'occuper des désastres ou des catastrophes de manière interne. Il faut collaborer. Donc, je voulais commencer avec la planification pré-catastrophe et l'évaluation post-catastrophe. Voilà, essentiellement, c'est un processus proactif pour la reprise et aussi créer un plan de reprise, hein, pour améliorer les résultats. Alors, on va assurer que qu'on est, on a la saison des ouragans, hein, on a un plan dedans. Donc, si on a des plans prêts pour catastrophe, on pourra se récupérer et la reprise sera plus facile, hein, pour la région. Parce qu'on sait que notre secteur culture a des ressources limitées. On sait on sait que l'intersection entre la planification catastrophe et les secteurs est faible. Mais récemment, on a vu que beaucoup plus d'institutions se rendent compte de l'importance d'avoir cette planification euh, en matière de catastrophes pour leurs espaces. Ce n'est pas la norme dans toute la région, mais on espère en arriver là. Mais alors, pour que cette intégration ait lieu et que l'espace et que l'état de la récupération soit beaucoup plus robuste, il faut prendre il faut faire des démarches, il faut prendre des pas, hein. Il faut sensibiliser sur l'importance de cette relation, hein. Pour beaucoup de pays de la Caraïbe, nos, nos, nos plans de référence, on n'a pas des inventaires, nos collections, ce sont des sites. Il y a, il y a pas assez d'entretien pour les bâtiments historiques, il n'y a pas assez d'entretien. Et même dans le cas du feu des archives, c'était au mois de mars qui allaient à peine mettre en place des plans. Donc, il faut connaître la situation des référentiels, de ce qu'on appelle baseline. Si on veut avoir un processus de récupération, alors, alors il faut donc ces plans, ces référentiels, hein, et il faut, en ce qui concerne la gestion des risques en matière de catastrophes, quand on pense à ces données de référence, ces données de référence vont nous permettre de comparer la situation. Ça va nous aider aussi ça va contribuer à l'analyse qui est nécessaire comme pays. On peut comprendre mieux les risques qu'on est en train de prendre. Ça nous donne aussi un aperçu de l'endroit touché ou sinistré. Et parfois, on se concentre sur la partie archéologique et sur les patrimoines bâtis. On sait que le secteur est beaucoup plus large que ça. On a les secteurs créatifs, on a l'administration culturelle donc aussi. Mais alors, pour les plans pré-catastrophe, ça ne veut pas dire que les choses n'auront pas lieu, hein. Tout est complémentaire. Donc, c'est quelque chose qui nous amène vers une meilleure récupération. Alors, quand on pense à l'évaluation post-catastrophe, on a trois composants. Il faut voir la stratégie, il, il faut créer une structure de récupération avec des rôles et des responsabilités qui est allouée. Et il faut un personnel, hein, attaché donc et affecté à ces plans. Il faut des actions aussi clés pour dans chaque étape du cycle de gestion des catastrophes. Voilà, on les voit ici sur l'écran. On a mis seulement des recommandations, des choses auxquelles on peut penser. Et par exemple, pour, on-
Alors, il y a la préparation et beaucoup de travail va se faire. Il faut penser aux formations pour les personnels, quels plans doivent être sur place, quels inventaires doivent se faire. Et il faut penser au financement aussi, hein. Et où est-ce qu'on va aller pour financement, pour obtenir un financement quand on a des catastrophes, pour préserver les collections qui ont été touchées. Alors, il faut penser à toutes ces choses. Autre chose auquel on doit passer de manière importante, hein, où est-ce qu'on va obtenir les choses? Approvisionnement. Quel type de partenariat on peut avoir pour l'approvisionnement des matériels? Qui va nous appuyer? Par exemple, quand on a une catastrophe ou un sinistre, hein, ou post-catastrophe, il faut penser aux différentes actions. Il faut essayer de mettre en œuvre deux ou trois, hein, ou il faut mettre une en place la première année et pour ne pas être trop encombré, et ensuite travailler sur les autres, hein. Mais si on commence depuis les rez-de-chaussée, il faut penser à quelles sont les actions qu'on doit mettre en place. Et pour la récupération, il faut penser à restaurer un bâtiment. Est-ce qu'on a les personnes qui vont s'occuper de faire les réparations ou l'évaluation des dommages? Et il faut penser à tout ça, hein. Et voilà, par exemple, si on a toute la collection et, au niveau de la mer, hein, dans un endroit particulier, voilà, ça, ça passe. Il faut penser à la préparation, il faut penser aux risques, hein, qui sont liés à ça. Il faut bouger la collection, il faut il faut la bouger vers un autre endroit pour qu'elle soit sécurisée. Il faut penser à ces choses-là, et pour le présent et le futur, hein. Et alors, quand on commence à faire l'évaluation de post-catastrophe, hein, des patrimoines, on doit, on doit bouger et pas seulement penser à comment la collection est touchée. Il faut penser à l'impact en ce qui concerne une manière beaucoup plus holistique, hein. Il faut penser, par exemple, on a différents secteurs. On a des actifs, on a l'infrastructure, les services, on a les services de délivrance, de livraison, par exemple. On a accès au, pa- il faut penser aux différents types les différents types de patrimoine qui sont touchés pendant un ouragan. Quand on a, par exemple, les sites ou de patrimoine bâti, on a du patrimoine qui peuvent être perdus complètement. Il y a des éléments et des personnes aussi. Les personnes qui travaillent dans le secteur n'ont plus accès à des ressources. Et on est en train de voir la partie administration, comment les bâtiments sont touchés et les personnes aussi, parce que souvent, il y a les ONG qui font beaucoup dans le secteur culture, hein. À quel niveau vous avez été touché pour que vous puissiez continuer votre travail, hein? Et il faut avoir une vue de ce patrimoine, de l'ensemble du patrimoine, hein. Donc, il faut pas voir que les dommages, hein. Alors, les dommages et les risques, peut y avoir une perte d'accès à certaines choses, mais quand on voit les pertes, voilà, ce sont des terminologies que vous devez même, que vous utilisez ou non, hein. Mais la personne qui va pouvoir aller à votre musée, quelle est la perte des recettes, des revenus pour le musée, la perte d'emploi, le fait que le musée n'est pas ouvert ou le fait que les personnes ne pourront pas utiliser les complexes ou les artistes qui travaillent depuis cet espace, hein. Quels sont les coûts d'entretien ou de nettoyage après les sinistres? Ça fait tout partie des pertes et des dommages et du secteur culture, hein.
Alors, si on a une salle qui est complètement inondée, il faut bien sûr bouger toutes les collections, il faut transporter ça ailleurs. Donc, faut aller au-delà. C'est pas que l'impact est immédiat, il faut penser à comment l'espace, les personnes sont touchées et bien sûr, il faut voir aussi, il faut penser à ces effets qui sont d'entraînement, les répercussions, voilà, et l'effet domino d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a, il y a bien sûr des menaces de vandalisme? Est-ce qu'il faut plus de sécurité pour sécuriser les collections? Voilà. Et, et quand on voit l'évaluation post-désastre ou post-catastrophe, il faut considérer toutes ces choses. On voit bien sûr les dommages, on voit les dommages et ce qui est endommagé physiquement, mais il faut être les données doivent être détaillées, hein, surtout quand on fait des évaluations, hein, les niveaux de destruction, quels sont les besoins de réhabilitation, quelles sont les nouvelles vulnérabilités et bien sûr les données qui peuvent être collectées, comment les visiteurs sont touchés. Alors, quand on voit les musées, on voit ces patrimoines qui est mobilier et les patrimoines construits ou bâtis, hein, quels sont les niveaux, quels sont les niveaux de risque et de vulnérabilité, les réparations nécessaires, les dommages physiques ou le stockage. Et, par exemple, quand on voit des risques, des termites, quand on voit par exemple euh, la moisissure aussi qui peut apparaître, quand on fait les évaluations, il faut considérer tout ça dans les actions de récupération pour pouvoir mettre en place les actions correctes, pour être beaucoup plus résilient. Il faut voir les données économiques, quelles sont les options de récupération et de réparation sur lesquelles on doit travailler. Quand on pense au patrimoine immatériel, hein, et l'évaluation de ce type de réparation, pardon, d'héritage et de patrimoine, il faut voir comment les traditions sont touchées, les pratiques, et les communautés, est-ce que ce sont des pertes temporaires? Est-ce qu'il y a des ressources qui ne sont pas disponibles? Il faut voir les déplacements des communautés des communautés qui sont déplacées, hein, à cause du sinistre. Quelles sont les options de récupération ou de reprise, les nouveaux risques et les vulnérabilités. Voilà. Et, et, et quand on voit quand on voit les industries culturelles, hein, et l'évaluation, il faut voir les conséquences de la chaîne des valeurs, quels sont les flux économiques et les charges, et la réduction en ce qui concerne les revenus ou des revenus réduits, hein, comment ça a un impact sur les dépenses et comment on peut récupérer la production, les services d'accès, les livraisons. Et il faut résoudre tous ces problèmes, hein. Il faut par exemple penser à un marché virtuel quand on ne peut pas présenter dans nos espaces. Donc, il faut considérer tout ça dans les évaluations et une minute de plus, voilà. Il y a une minute de plus. Voilà, j'ai fait une étude de cas, hein, focaliser sur la, les musées de la Société historique de Carriacou, hein, de l'île de Carriacou. Voilà, et voilà pour voir ce qu'on devait considérer, hein, pour n'importe quelle structure dans votre secteur, hein. Alors, il faut penser à quoi vous devez penser si vous faites une évaluation. Quand on pense à la planification de la récupération, il faut penser à la restauration, il faut penser aux écarts, aux faiblesses, il faut prioriser les actions de récupération, hein, de reprise, hein, les inventaires, les interventions, les activités. Il faut planifier, il faut le faire au préalable, hein. Quand on pense au secteur culture, il faut penser aux actions de conservation, de préservation, l'infrastructure et comment faire que les musées reprennent ces activités, hein. Et comme ça, la prochaine fois que vous êtes touché, vous pouvez vous récupérer plus rapidement, hein. Donc, vos priorités peuvent être
par exemple, de penser à comment être beaucoup plus résilient aux ouragans, avoir des codes de construction ajustés, l'utilisation des matériels traditionnels, le développement des plans de gestion des risques. Quand on pense à cet héritage, ce patrimoine mobilier, il faut repenser notre mandat. Il faut des activités de prévention, des principes, des outils, et il faut beaucoup d'innovation, hein. Donc, quand on pense à l'étude des cas de la société de Cariatou, quels étaient bien sûr les risques, les, les actions du gouvernement et non gouvernementales, ce qui a été détruit et comment ils allaient se récupérer. Si vous avez des idées, mettez-les sur le chat, hein, et on pourra répondre à vos questions après. Et voilà, voilà, vous voyez là des ressources. Et une fois que on aura partagé les présentations, vous aurez accès à tous ces liens qui sont là pour avoir des idées, d'outils, pour faire des évaluations et pour vous donner beaucoup plus d'idées sur comment on peut collecter des données de manière correcte, hein, pour être beaucoup plus fort, hein, pour être beaucoup plus fort dans votre secteur et pour préserver mieux vos galeries, vos archives et votre patrimoine culturel et patrimonial. Voilà, à futur. Merci. Merci, Andrea. Et Rita, voilà, maintenant, elle va continuer. On va continuer avec la présentation de Rita. Merci, Shani. Alors voilà, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, on va passer au mode présentation pour le pôle régional de la réponse d'urgence culturelle. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Voilà. Voilà, merci. Bon après-midi. Voilà. Je vais remercier le MAC, le musée, l'Association des musées de la Caraïbe pour avoir organisé ce webinaire en collaboration avec le programme de Carbi Kachen, hein, le réseau d'urgence pour les patrimoines culturels, une initiative de la branche régionale des Caraïbes du Conseil international des archives. Je m'appelle Rita Tienfu, coprésidente, hein, de Carbi Kachen, directrice des Archives nationales de Suriname. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pôle régional de la réponse d'urgence culturelle, le CER, hein, qui s'appelle Cultural Emergency Response. Ça, c'est donc le pôle régional de la réponse d'urgence culturelle pour la région de la Caraïbe. Alors, à ce qui concerne Carbicatchen, alors, le réseau d'urgence du patrimoine des Caraïbes ça a été lancé en 2019 après, après Irma Maria et les ouragans qui ont touché la région, Irma Maria José, en 2017. Hein. À ce moment-là, à cette période, pour nous, c'était comme Carbicatchen, c'était un moment très important parce qu'on s'est rendu compte que les professionnels du patrimoine devaient collaborer entre eux, hein, face à ces événements désastreux en ce qui concerne pour mobiliser des ressources, pour partager des ressources. Donc, on a lancé ça en 2019 à Suriname et entre 2019 et 2022, on a on est en contact avec des organisations régionales, avec, avec des bureaux à Kingston, à UNESCO aussi, des organisations de financement aussi. Hein. On a fait appel donc à d'autres organisations pour faire du partenariat, hein, et pour faire des ateliers, des formations. On a aussi fait appel à la Smithsonian et à la, voilà,
C'était en 2022, hein. On, on a les fonds Klaus, hein, qui nous a rejoints et on a commencé cette discussion de voir comment on pouvait s'organiser dans les Caraïbes. Alors, avec les bureaux-sphères, hein, des réponses d'urgence culturelle, hein, premièrement, c'est réseau, c'est pôle régional. Dans la photo, vous voyez les représentants des associations professionnelles de la Caraïbe. Le MAC est là. On a des différents instituts de patrimoine, comme j'ai mentionné. Pour nous, comme Carbicatchen, c'est impératif de collaborer entre nous avec des bureaux multipays d'UNESCO. euh, Quand on voit les secteurs patrimoine, on est vraiment touché par les événements naturels. Donc, il faut faire quelque chose, hein. On est menacé. Il ne faut pas attendre que les désastres arrivent, hein. Il ne faut plus attendre. Et, et donc, il faut penser à la planification. Qu'est-ce qu'on peut faire au préalable avant les désastres, qu'on soit touché par les désastres et les catastrophes? Alors, ce pôle régional va être un centre régional pour, pour la réponse aux catastrophes et pour faciliter la préparation et la protection du patrimoine et améliorer notre capacité à nous relever. Alors que l'objectif, c'est de créer et améliorer l'infrastructure régionale, que ce soit les patrimoines matériels ou immatériels, hein. Et comment on va, et la manière d'arriver à cet objectif, c'est en collaboration étroite avec tous les collègues de la région, focalisée donc sur la protection des musées, des collections, des galeries et des espaces culturels. Avant de continuer, quand même, je voulais seulement souligner qu'on on ne pourra pas arriver à ces objectifs si on travaille tout seul. Il faut collaborer entre nous, hein. Alors, quelle est cette réponse et cette réponse d'urgence culturelle? Alors, le CER, Cultural Emergency Response, a été établi en 2003 comme un programme et en juillet 2022, cette Cultural Emergency Response a continué comme une ONG indépendante, hein, en appuyant bien sûr la société civile avec nos approches. On a un rôle de connectivité, hein, parce qu'on arrive à tous des professionnels de différentes disciplines, hein. C'est avec de l'appui financier et flexible pour la protection de l'héritage et du patrimoine. On appuie les initiatives de la société civile. Alors, c'est, on a un programme de 4 ans qui est organisé par Carmi Kachen. Et ce qu'on veut faire, c'est d'établir un pôle régional pour faciliter la protection des sites patrimoniaux, les musées, les archives, les librairies, l'héritage matériel et immatériel. Et ce qu'on veut faire, c'est de créer 3 ou 4 subpôles, hein, dans la région de manière stratégique pour diversifier ça dans la région, hein. Sub-hubs, ce qu'on appelle des pôles supplémentaires pour avoir pour le dépositoire des stockages, pour la réponse et la récupération des biens. Alors, alors c'est la fonction d'avoir un rôle de go-to, hein, un rôle de référence, hein, qu'on veut avoir dans la région, hein. Alors, quand on voit les activités pour les prochaines 4 années, les 4 années prochaines, on a établi la première phase d'établissement. La première année, on veut établir
la structure, hein, avec un secrétariat qui a déjà été établi à Curaçao, avec un, voilà, le secrétariat se trouve à l'île de Curaçao, avec mon collègue Scrivanet qui est là. On peut avoir une cartographie, faire de la cartographie pour promouvoir la préparation. Une cartographie qu'on puisse utiliser pour identifier les institutions de patrimoine, les risques et tout ça. En fait, quand on utilise, quand on organise la réunion à Curaçao, on a fait un atelier de cartographie pour les participants. Donc, ça, c'est la partie voilà, ça, c'est la partie qu'on va faire la première année, hein. Et ce qu'on va faire en 2024-2025, c'est on va avoir des sous-pôles comme Karbi-Kachen, comme on est comme président, on veut avoir un sub-hub cette année dans la région. Donc, un pôle supplémentaire dans la région. La phase 2 va porter sur la durabilité pour les capacités régionales de de nos bâtiments, coordonner les réponses d'urgence, développer donc des unités mobiles avec des bureaux à Kingston et d'autres organisations. On va commencer un programme de formation dans la région. En ce qui concerne la préparation aux catastrophes, des, des ateliers, en utilisant cet outil de cartographie, hein, pour faire la cartographie de la région. On va faire donc cette formation similaire à ICROM. Et on doit voir si c'est faisable ou non, hein. Et la phase 2, en ce qui concerne la durabilité, et ça c'est la partie, ça c'est le défi, voilà, c'est d'organiser une unité mobile, hein, pour traiter les urgences, surtout euh, sur les îles où les sub-hubs ou les sous-pôles sont situés. Donc, il faut voir les matériels de conservation. Donc, quand on voit, alors si on a quatre ou cinq sous-hubs à Barbade, à Saint-Martin, par exemple, dans le Caraïbe, la Caraïbe du Nord, voilà, ce sont des stations. Et ça, c'est la partie, la dernière partie de la durabilité. Et la phase 3 c'est l'entretien, hein. Comment on va entretenir ces pôles régionaux. Et donc, et là, il faut collaborer entre nous. On a besoin des engagements, hein, des partenaires, et on doit discuter qui sera responsable des sous-hubs, des sous-pôles, hein, de la région, voilà, de manière réelle. Alors, j'ai déjà mentionné ce que je voulais faire cette année. On a déjà établi le secrétariat, hein, à Curaçao. On veut établir une partie du comité directeur, hein, et ça, c'est composé par des représentants des différentes zones géographiques et îles et différentes langues et îles, hein. Ce qu'on veut faire aussi, on veut créer un sous-hub ou un avec une diversité des langues et des îles. On veut aussi essayer d'établir donc un sous-pôle, hein, un sous-hub
avec l'infrastructure. Et cette année, ce qu'on veut faire aussi, c'est organiser des régions, pardon, des ateliers, des mappings, des cartographies. On cherche des bénévoles de la région où on puisse organiser, livrer donc par le fonds un musée en Virginie pour avoir une espèce de modèle global ou mondial qui puisse être utilisé pour les sites menacés dans les Caraïbes et pour se préparer mieux aux catastrophes naturelles. Alors, pour les bénévoles, par île, hein, pour cet exercice de mapping, de cartographie, on veut seulement partager avec vous que Karvi Kachen va organiser une enquête entre 2023 et 2024. Et cette enquête, c'était pour avoir des informations sur la préparation en matière de catastrophes et protection des patrimoines. Et seulement 53% de ceux qui ont répondu ont mentionné qu'ils avaient un plan de gestion des risques ou des catastrophes à jour. Andrea nous a déjà parlé de ça. Plus de la moitié de nos institutions patrimoniales ou des professionnels en matière de patrimoine ne sont pas préparés, hein, pour une catastrophe, hein, ou un sinistre. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans les mois qui viennent, et très vite, hein, d'ailleurs, hein. Alors, l'objectif euh, de cet outil de planification, de cet atelier, c'est pouvoir répondre de manière plus efficace aux catastrophes. On fonctionne aussi ça fonctionne aussi comme un outil de préparation et d'alerte, hein. Ça travaille, ça marche pour l'organisation. C'est plus facile aussi de travailler sur le patrimoine avec cet outil. Et qu'est-ce qu'on peut cartographier? Voilà, les points focaux vont venir de chaque île, hein, et ils vont cartographier les sites, les, les parties prenantes et les risques de l'infrastructure, hein. Voilà ce qu'ils vont cartographier, hein. Alors, ça, c'est l'atelier de cartographie, donc CHML. Ça, c'est le laboratoire de monitoring de la Caraïbe. Voilà. Voilà, on va vers la dernière diapo, je crois. Alors, l'héritage menacé, que faire en cas d'urgence? Ce qu'on doit faire en cas d'urgence, voilà, ça c'était Dominica et l'autre c'est, je pense que c'était Saint-Martin, l'autre image, hein. Et en cas de désastre ou de catastrophe, si vous avez besoin d'évaluation, en premier, il faut s'assurer que vous soyez en sécurité et que vos personnels et vous soient en sécurité. Il faut aussi nous rejoindre, il faut vraiment communiquer avec nous. Il faut faire une analyse de la situation, un document, et il faut le présenter au, au pôle régional, au coordinateur. Donc, ces documents d'analyse situationnelle, ça va nous aider à avoir des informations et les données sur les conditions, les dommages, les urgences, les priorités. Et aussi, pour, et il faut aussi avoir un budget détaillé, hein, pour couvrir tous vos besoins et pour voir comment on peut faire la récupération de la collection. Je dois souligner que c'était la première chose qu'on doit faire, c'est stabiliser les choses. Donc, il s'agit de sauver la collection de manière immédiate. Alors, comme un de mes collègues disait, il faut
voilà, il faut mettre notre maison en ordre, hein. On a toujours des problèmes dans la région. Il ne faut pas attendre la prochaine catastrophe. Donc, on a besoin, comme Karmi Kachen, on a besoin des bénévoles par île pour l'exercice, pour les ateliers. On a besoin des îles qui soient vraiment, qui veulent avoir ces sous-hubs ou ces sous-pôles, hein. Et il faut adopter aussi des standards internationaux en ce qui est en matière de patrimoine et de réponses aux catastrophes à leurs collègues. Alors, voilà, mettons-nous au travail. Merci. Alors, voilà, c'était une séance très utile et informative. Alors, généralement, on va demander, les gens ont mis leurs commentaires dans le chat, mais on a 20 minutes pour la question-réponse. Dans cette séance, vous pouvez aussi, et voilà, poser vos questions. On vous demander de vous présenter, hein, et l'organisation pour laquelle vous travaillez, le pays où vous vous trouvez, et on vous demande, alors présentez-vous, votre pays et votre organisation, et voilà, que vos questions soient brèves. Alex, je pense qu'elle est là, elle est en train de monitorer et faire le suivi dans le chat. Alors, je vois une question de Michel Springer. ICH, ça c'est le Fonds culturel à Barbade. Alors, comment incorporer ICH dans notre protocole? Alors, Michel, qu'est-ce que ça veut dire ces acronymes? ICH, et voilà, pour que tout soit clair pour tout le monde, hein, les sigles, ce que veut dire ICH, ou vous pouvez aussi activer votre micro et nous dire, hein, ICH, ça veut dire, hein. Ah, je pense que ça veut dire le patrimoine matériel et immatériel. Voilà. Voilà. Et pour la récupération des désastres, des catastrophes, hein. Je pense que je peux répondre. Voilà. Bonjour Michel. Alors, en ce qui concerne les patrimoines immatériels, c'est une des zones qui est le plus difficile à incorporer dans les réponses et dans la réduction des catastrophes, parce qu'on sait que beaucoup plus de pays utilisent ces patrimoines immatériels, que ce soit des connaissances locales ou des pratiques traditionnelles ou des choses qui sont importantes pour le pays. Et dans les Caraïbes, c'est toujours limité. Cependant, il y a quand même il y a certains pays qui essaient de voir les pratiques agriculture, en ce qui concerne l'agriculture, pour gérer la situation et gérer aussi les pesticides. Alors, comment intégrer ça dans notre protocole? Alors, tu vois déjà que le secteur culture et patrimonial est limité, hein, pas toujours intégré dans les plans et surtout dans nos pays. Une chose qu'on peut faire, c'est on peut avoir des actions pour voir comment on peut intégrer les protocoles de réduction des risques, hein. Par exemple, les indicateurs, hein, on pourrait les publier et comment on peut faire les suivis dans ces processus. Mais c'est quelque chose qui doit être mené au niveau des ministères, hein, pour qu'ils puissent ramener tous les partenaires, hein. Donc, Donc, il faut travailler premièrement avec l'agence des réductions des désastres ou des gestions des catastrophes, hein, pour voir comment on peut intégrer ça et sensibiliser les personnes, hein, et amener beaucoup plus de parties prenantes dans ces processus. Et là, arriver donc à les saisir et quelque chose qui soit beaucoup plus particulier à votre pays. Voilà, merci Andrea pour cette réponse.
Alors, Halcyon va ajouter quelque chose. Alors, voilà. Euh, En plus, en ce qui concerne bon, depuis la perspective régionale, on doit s'engager. Il faut faire partie de cette initiative et que le secteur du patrimoine, qu'il soit sur les radars, hein, qu'on soit mis en avant, en vedette. Il faut faire des efforts. On doit faire partie des initiatives d'urgence de la région. Voilà. Alors, Belize on a des intérêts, là, des gens qui se portent volontaires ou des bénévoles ou qui sont en train de se porter volontaires. Il y a le Belize, Margaret Ventura, Karen, la conservatrice du Mexico, et la question portée sur, je pense que c'est sur Cancun, Quintana Roo aussi à Cancun peut être inclus. Et là, Rita a répondu. Alors, Nadine Modestin, il y a du volontariat là aussi de la part de Nadine Modestin. Euh, Elle a répondu, pardon. Il y en a certains qui veulent rejoindre des professionnels de la culture pour appuyer avec la sensibilisation de la Caraïbe francophone. Voilà. On a plusieurs, hein. On a Understands Culture Foundation aussi. On a Z. Sadima travaille avec UNESCO pour que la culture soit mieux intégrée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, Alcyone, on a une question pour vous, Alcyone, en ce qui concerne, voilà, c'est une déclaration parce que vous n'avez pas mentionné, voilà, Beryl, l'ouragan, des chiffres sur Beryl, qui a passé, qui a touché la Barbade. Comment, 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 comment naviguer, donc c'est plusieurs étapes, hein, des catastrophes. Je pense que c'est une bonne idée, ça, parce que alors, parce qu'on sait que le toit est parti d'une manière rapide, hein. Alors, s'il y a beaucoup plus d'eau, on aurait beaucoup plus d'eau, hein, dans les bâtiments, ça aurait été catastrophique, hein, parce que les toits est parti rapidement hein, avec l'ouragan, hein. Alors, quand on a des pièces ou des pratiques d'atténuation, ou quand on a des ouragans qui approchent, voilà, c'est là qu'il faut être préparé, hein, parce que c'est prévu, hein. Donc, il faut se préparer parce que c'est déjà prévu, hein, avec les ouragans qui arrivent, hein. Certains, on ne peut pas les prévoir, hein, comme par exemple les feux. Mais là, mais avec Beryl, on n'a pas eu des impacts trop sévères. Mais la partie des pêches a été très touchée avec le passage donc de les pêcheries, hein, le secteur pêche a été vraiment touché par Beryl, l'ouragan. Alors, les aspects, en ce qui concerne la pêche, ça fait partie, la pêche, ça fait partie de notre héritage culturel hein, et de notre patrimoine, la pêche. Alors, si on ne prend pas des pas ou des démarches pour assurer que ces pratiques soient préservées, il faut préserver ces pratiques dans la Caraïbe.
ça peut avoir des implications assez sévères parce que ça, c'est une compétence et c'est une pratique très particulière de la Caraïbe, la pêche, hein. Andrea, à vous. Voilà. Je voulais aussi souligner sur ce que Alcyon a dit sur la, la préparation pré-catastrophe, hein, ou au préalable. On ne peut pas être dans une situation comme, par exemple, comme l'ouragan Maria était sur ouragan et commence à progresser rapidement, hein, à une catégorie 4 ou 5. Et, 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 et ça s'est devenu en catégorie 5 très vite, hein. Donc voilà pourquoi la planification pré-catastrophe est très importante. On sait que dans la région aussi, les tempêtes ont un parcours un peu particulier, hein. On le voit, hein. On voit des tempêtes qui sont parties en Bermude, la dernière saison d'ouragan. On a fait des observations déjà. Quand la Barbade était touchée par Elsa, c'est là qu'on a vu, il y avait déjà la récupération en cours, hein, euh, causée par l'éruption volcanique, hein. Donc, c'était des situations de danger. Donc, la récupération, c'est pas suffisant. Il faut la planification au préalable, hein, parce que les gens, la situation devient beaucoup plus intense et beaucoup plus sévère. Donc, il faut faire de la planification pré-catastrophe. Voilà. Je vois que il y a des gens qui échangent des informations. C'est très bien ça, sur le chat. Voilà. Ils s'échangent des informations. Voilà. Alors, tout le monde, vous pouvez partager vos informations, vos coordonnées. Voilà, donc c'est bien de partager vos coordonnées. On a une question de plus pour Andrea ou Rita. Andrea, dans votre expérience, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as vu qui sont les lacunes ou qui sont les obstacles dans ces processus de récupération? Et pour Rita, je pense que tu as dit que tu l'as dit dans le chat et dans ta présentation que les gens voulaient savoir qu'est-ce que le CER pourrait financer de manière immédiate. Et c'est cette réponse hein, d'urgence culturelle, hein, ce qu'on appelle CER, ce qui pourrait financer, et aussi la planification ou les plans des pré-catastrophes, ou qu'est-ce qu'on pourrait inclure dans nos plans, les choses qu'on a oubliées peut-être hein, dans nos plans de notre planification pré-catastrophe hein, ou avant catastrophe. Alors, merci. Comme j'ai mentionné dans ma présentation, je voulais seulement souligner, alors, the Cultural Emergency Response, ce programme des réponses d'urgence culturelle, on peut appuyer des institutions insulaires après les catastrophes. On peut les appuyer pour la récupération, pour stabiliser la situation. On va pas, on va pas réparer, par exemple, un toit ou construire une nouvelle aile ou un dépôt, mais, mais l'assistance financière, c'est pour les matériels, pour préserver les matériels, les archives. Et bien sûr, on va vous verser ça après que vous ayez présenté une analyse de situation, un document d'analyse de situation. On versera les fonds après. Et, et donc, si vous avez besoin d'aide, on peut vous appuyer là-dessus. Kirby Kitchen peut aussi aider en ce qui concerne voilà, la quête. On peut chercher des fonds ou des financements parce qu'on a un réseau assez large, hein.
Par exemple, il y a des organisations comme Olive et d'autres organisations qui peuvent nous prêter secours. Euh, et parce qu'on a un réseau assez grand et large, on peut rejoindre et nous connecter avec d'autres organisations, par exemple, ou des situations de formation. Par exemple, le Monitoring Lab, les labs, les laboratoires de monitoring ou de suivi de la Virginie, c'est très important, hein, parce que après Beryl, le passage de l'ouragan Beryl, les collègues à Barbade ont fait appel à nous, hein, pour qu'on leur prête un peu d'aide pour avoir des solutions, aussi en Saint-Lucie, en Grenade, et, et voilà, pour savoir si on pouvait leur aider. Et j'espère que, voilà, que ça clarifiait voilà, la question. Voilà, absolument. Merci. Andrea, voilà, on se rend compte qu'il y a des organisations et des choses qu'on oublie dans les documents d'analyse situationnelle. Il faut penser aux choses qui sont importantes à mettre sur ces documents. Il faut penser aussi à la phase avant catastrophe. En ce qui concerne les évaluations, beaucoup d'institutions et de personnes oublient et sous-estiment les ressources dont ils auront besoin. Parfois, ils auront pas des, parfois ils ont besoin des fonds pour avoir des évaluations pour des actions immédiates. Et là, il faut des évaluations et il faut des fonds pour ça. Même après que la collection a été déjà touchée, parfois ils n'ont pas les ressources humaines ou parfois les personnes qui travaillent dans les musées ne peuvent pas faire cette première intervention. Et parfois, ils peuvent pas faire appel à d'autres personnes, hein, pour faire les premiers secours, nous disons. Donc, ils- s'ils ont besoin de ces premiers secours, parfois, il faudra faire appel à d'autres personnes externes, hein. Donc, il faut penser à ces actions immédiates, hein. Quand on fait les évaluations, j'ai mentionné ça dans ma présentation, il faut pas se concentrer seulement sur ce qu'on voit. On, on doit, on doit aller au-delà. Il faut voir les vulnérabilités, les risques, hein. Si, si les collections ne sont pas sûres ou exposées à certaines choses, il faut penser à ces choses-là pour s'assurer qu'elles soient sécurisées, hein. En ce qui concerne les financements, un suivi avec ce que CER, Cultural Emergency Response, c'est le CER, c'est le CER, hein, c'est la réponse d'urgence culturelle. Il faut penser au financement qui est disponible. Je voudrais aussi demander si on n'a pas le temps, quelque chose que Barbade est en train de faire, hein, déjà. Ils ont récemment commencé à travailler leur bureau, de gestion de catastrophes. Ils essayent d'inclure un travail, un programme sous CEDIMA avec avoir une opportunité d'avoir beaucoup plus de financement, des fonds supplémentaires, hein, parce que les fonds internationaux peuvent prendre longtemps à venir, hein. Les processus peuvent être très longs, hein. Donc, Heritage Emergency Fund de l'UNESCO, c'est un fonds d'urgence du patrimoine de l'UNESCO. Celui-là, on peut se saisir donc de ces fonds, on peut faire appel à ces fonds et demander des fonds là. Il y a des programmes qui sont, qui sont axés sur la Caraïbe, hein, et, et certains pays sont classifiés comme des pays à haut revenu, hein. Mais il faut quand même essayer d'avoir des fonds il faut identifier les actions qui peuvent, euh, qui peuvent vous rendre beaucoup plus robuste en matière de récupération. Il faut voir les données et il faut voir comment vous vous êtes touché. Il faut faire des analyses
situationnel, hein, ou multirisque, hein. Et il faut mettre en place, bien sûr, l'identification de tous ces éléments. Voilà. Merci, Andrea. Alors, je pense que c'est déjà en train de finir, mais je voulais avoir une question de plus, peut-être. Gotten Antoine a une question qui est membre du MAC, hein. Alors, il dit que, voilà, alors je travaille avec la traduction. Merci d'avoir mis ça là. Alors, il est membre du patrimoine du MAC. Il est en train de demander quels sont, quels sont les intermédiaires, les protecteurs, les sauveurs et les personnes les personnes qui font ce travail. Est-ce qu'on doit adhérer à ces codes éthiques et des conduites professionnelles? Alors, je pense Antoine, je pense qu'Antoine, et voilà, il est en train de demander si ces bonnes pratiques sont applicables au niveau international dans la région de la Caraïbe. Parfois, il y a des nuances avec ces défis qu'on a. Voilà, voilà, une chose que je dois comprendre, c'est, ça a été partagé déjà par une collègue au Liban, hein, récemment. Parfois, ça- en fonction de votre situation politique, hein, et locale, ça peut être nuancé, hein, la manière dont dont vous allez avoir et recevoir ce financement. Et deux, et les équipements et le matériel, hein. Oui, quand on voit la situation générale, quand on voit la situation globale, ça peut être nuancé et ça peut être un défi, hein. Et on comprend, hein, que comme professionnel de la culture, il faut essayer, il faut essayer d'assurer, de protéger cet héritage et ce patrimoine. Parfois, on doit, parfois, on doit être un peu, avoir voilà, faire attention et on doit vraiment respecter ça le plus possible, hein, les paramètres, hein. On a vu avec les collègues du Liban, parfois on peut avoir un peu de matériel, par exemple des box, des plastiques et des caisses en plastique. Parfois on a besoin de ça pour sauver un peu de stock, endroits pour stockage. Parfois l'argent va servir à payer des bénévoles. Et parfois, quand on leur donne voilà, un peu d'argent pour faire leur travail et les remercier pour leur initiative, et de recevoir un peu d'argent, hein, pour faire ça. Donc, il faut respecter les bonnes pratiques quand même. Voilà, merci. Voilà, collègues. Alors, on va arriver voilà, 12h30. Donc, je pense qu'on arrive à la fin. Voilà, comme co-organisatrice et co-animatrice avec mes collègues, je prends cette opportunité pour voilà, que ça ne serait pas possible sans votre aide. On a beaucoup de personnes qui sont inscrites à ces webinaires. Merci pour votre engagement d'échanger nos pratiques en ce qui concerne les patrimoines et, et la réponse aux catastrophes et l'évaluation et les récupérations en matière de catastrophes. Je voulais voilà, dire merci à nos interprètes. Merci Janina et Saidi qui font. Janina fait du français, anglais-français, et Saidi fait espagnol-anglais, anglais-espagnol. Je voulais aussi remercier nos intervenants, nos conférenciers. C'est un petit réseau de collègues qui sont là, de la région,
Et c'est un engagement de travailler de manière collaborative, de partager des ressources, encourager les meilleures pratiques qui peuvent vraiment nous aider, malgré nos limitations, hein, en matière d'infrastructure et nos limites sociales et culturelles et politiques. Je pense que c'est très bien pour nous dans la région de continuer à faire ce genre de travail de collaboration avec vous et entre nous et avec nos réseaux et amener des données, des informations pour nous aider. Je voudrais remercier aussi, voilà, Javier Bailey, voilà, le responsable technique hein, qui est toujours avec nous. Et je voulais aussi remercier Karmika Chen, les collègues à Karmika Chen, pour ce travail vraiment pionnier, qui ont toujours collaboré avec nous, travaillé avec nous. C'est un travail novateur, merci. Euh, voilà, vous devez activer votre micro. Merci beaucoup, Chani, pour cette opportunité. Comme je dis, c'est un très grand effort de de vous rejoindre et de travailler ensemble avec les archives et les musées. Et comme Rita vient de dire, on doit travailler ensemble pour trouver des bénévoles et des volontaires pour cet effort. Le volontariat est très important pour protéger nos collections et pour mieux organiser la réponse et les mécanismes de réponse dans la région. J'espère que ce webinaire, ça a facilité et amélioré ça. Merci pour votre coopération. Voilà, Chani. Voilà, je voulais remercier à tous ceux qui vont faire être bénévoles, volontaires. Voilà, rejoignez-nous, hein, et, et rejoignez Marc. Vous pouvez nous écrire, Rita, vous pouvez écrire Rita et tous ceux qui ont mis leur email si vous voulez être bénévole et vous portez volontaire. Voilà, vous aurez accès aux vidéos et aux enregistrements. On va vous envoyer ça par email. Et voilà. Sinon, vous pouvez écrire à Carby Cachen. Alors, merci à tous ceux qui se sont enregistrés. Merci d'être présents pour avoir posé des questions, d'avoir participé. Et voilà, on espère vous voir à d'autres webinaires du MAC ou de Carby Cachen ou de nos programmes collaboratifs. Hein. Voilà, on va essayer donc de faire ça, de rejoindre d'autres collègues. Hein. Et, et voilà, bon après-midi et bonne journée à tous. Hein. Voilà, on sait qu'on a les ouragans qui arrivent, donc soyez en sécurité et voilà, et restez en sécurité. Merci. Au revoir.